Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de votre présence pour cette cinquième vidéo, la dernière vidéo de ce cours Elphilo 2600. Comme était annoncé avant, il s'agit maintenant d'une vidéo qui contient de jeux de questions et de réponses à partir de vidéos que nous avons mis en ligne. Donc nous aurons tout d'abord une première partie des questions sur l'éthique d'Alain Badiou, après une partie de questions sur des caractéristiques de la théorie critique, en troisième partie avec des questions sur l'origine du concept de peuple chez Schelling, et finalement des questions sur la vidéo sur le concept de peuple chez Fichte. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir accompagnés pendant ces dernières vidéos et nous vous souhaitons une très bonne continuation pour la réalisation de vos travaux et une très bonne santé aussi. Merci. Oscar, merci beaucoup pour ta vidéo d'introduction à la philosophie d'Alain Badiou. J'aimerais te poser deux questions. Voici la première. Dans ta vidéo, en explorant la notion d'événement, tu fais mention à la notion de sujet qui, selon Badiou, en découle. L'événement est donc une ouverture de possibilités qui peuvent se déployer de nombreuses manières, parmi lesquelles celles permettant la manifestation du mal. Ce mal, comme tu le dis, est la conséquence de la conduite de ce que Badiou appelle un sujet obscur. En essayant de penser cette question de Badiou à partir d'une dimension éthique, je me demande si est possible de penser qu'il y a chez Badiou un sujet ou une espèce d'antipode au sujet obscur. Autrement dit, y aura-t-il, à partir d'un événement donné, des sujets qui, au lieu d'être guidés par l'ego et par les affections, sont, à contrario, guidés de manière à empêcher l'établissement de ce que l'auteur appelle le mal. Ma deuxième question, toujours dans le cadre de sujets obscurs, mais cette fois-ci portant sur une espèce de dimension politique, si je peux dire, de la pensée d'Alain Badiou. La question est la suivante. Est-il possible de penser à une sorte de mécanisme démocratique dont la fonction est la réalisation ou le maintien d'un bien commun? En d'autres termes, existe-t-il une théorie normative chez Badiou qui réfléchisse sur la façon dont il est possible d'interagir ou de contraindre un développement obscur à partir d'un événement donné, notamment politique ou même un événement social? Merci. Merci beaucoup, Julian, pour tes très belles questions. Concernant la première question, c'est-à-dire concernant les problèmes d'un antipode à la subjectivité obscure, ou bien comment faire face ou comment démonter une telle construction destructrice. Je voudrais d'abord rappeler les termes avec lesquels Badiou nous parle lui-même dans l'éthique d'une telle subjectivité. Il nous parle du problème du mal et il identifie trois formes du mal, à savoir le simulacre, le forçage de l'innommable et la trahison. Je pense qu'une subjectivité obscure opère de ces trois différentes formes, surtout dans les formes d'un simulacre et dans le forçage de l'innommable. Mais ce qui n'exclut bien sûr est la déclaration contre l'événement en tant que tel, à savoir la trahison. Et cette question que tu poses, c'est-à-dire comment faire face à une telle construction obscure, il a fallu même pour Badiou beaucoup de temps pour mieux développer ça, pour même démontrer et pour formaliser tout ça.
À mon avis, la réponse ultime se trouve dans ce bouquin, L'immanence de vérité, l'être et l'événement 3 de 2018. Et c'est ici que Badiou il élabore l'idée d'une chose qu'il appelle opérateur de finitude. Et qu'est-ce qu'un opérateur de finitude? Bon, il s'agit d'une opération à l'intérieur d'une situation qui vise justement à recouvrir, à cacher ou même à anéantir la potentialité d'infini d'une vérité, à savoir d'un événement. C'est-à-dire, il s'agit d'un ensemble des structures de pouvoir qui visent à s'opposer contre une potentialité événementielle. Et l'ensemble de ces opérations ou ces opérateurs de finitude à l'intérieur d'une situation est ce que Badiou appelle l'idéologie. L'idéologie serait alors ce type de construction de pouvoir qui viserait à cacher ou détruire ou envelopper, recouvrir ce que pourra être démontré, qu'on construit comme un événement. Mais alors, il faut là reconnaître quelque chose que Badiou nous a dit aussi depuis le début de son essai concernant l'éthique. Il nous a dit que dans sa philosophie, il y aurait une primauté du bien sur le mal. Ça veut dire, dans le terme ontologique d'une subjectivité obscure, que même cette obscurité, c'est-à-dire même cette façon d'attaquer une potentialité événementielle, dépend de l'événement lui-même. C'est-à-dire, le mal ou la subjectivité obscure est une possibilité du bien lui-même. Et ça, dans les termes de Badiou, veut dire aussi que la garantie d'infinité ou d'événementialité d'une vérité est-elle par elle-même. Là, on voit, disons, aussi un dictum réaliste de la part de Badiou, parce qu'il est en train de dire, si on est capable justement de reconnaître une vérité, ce n'est pas le cas que l'être d'une telle vérité dépend de mon propre être. Même si je me mets en rapport à ça et même si j'en tire des conséquences pour construire, pour créer des choses nouvelles, et ça ne veut pas dire que ces nouveautés, leur être, va dépendre 100% de moi. Au contraire, les vérités, l'infini d'une vérité est infini par lui-même. Mais alors, ça veut dire que même s'il y aura alors des recouvrements, des essais d'anéantissement, des essais de cacher cette potentialité événementielle, ça n'anéantira jamais l'être d'une telle vérité. Et ça ouvre la porte alors pour reconnaître encore une fois, pour retravailler, pour redécouvrir ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'une situation contre une telle subjectivité obscure. Je veux dire, même si le pouvoir structurel est tellement puissant en apparence à l'intérieur d'une situation, c'est-à-dire même si une construction idéologique, par exemple, est celle d'une politique identitaire fermée, est en apparence tellement puissant à l'intérieur d'une situation, la philosophie ou l'éthique ouvrirait la porte pour reconnaître la façon dont cette construction idéologique est en train de prendre captive la vérité d'une situation. Et c'est à partir de là qu'on pourrait penser justement à une sorte d'antipode ou d'une solution, une issue créatrice pour une subjectivité obscure. Bref, étant donné que le mal dépend du bien, même dans le sens où l'infini se trouve du côté du bien, un infini est-elle justement parce qu'il nous ouvrira toujours des possibilités pour surmonter
les différents apparats de l'idéologie qui visent à recouvrir ou cacher les potentialités d'une vérité. Et concernant la deuxième question, c'est-à-dire la question concernant la théorie ou une possible théorie de la norme chez Badiou, ou comment concevoir une normativité à l'intérieur de la philosophie de Badiou dans les termes badiousiens. Ça, c'est une question qui n'est pas traitée directement par Badiou en tant que telle, même si bien sûr il y a toute une élaboration ou toute une théorie de l'État, et il n'y a pas quand même une élaboration telle qu'elle d'une théorie de la norme. Mais même comme ça, je voudrais d'abord mobiliser une certaine caractérisation de la norme afin alors de comprendre de quelle façon Badiou nous donne alors des outils théoriques pour penser une théorie de la normativité événementielle. Je pense qu'au cœur ou en composant nucléaire d'une idée ou d'une théorisation de la norme est la suivante. Une norme vise à prévoir l'amélioration ou les contrôles d'une certaine violence à l'intérieur d'une société. La prévisibilité est un composant nucléaire de la norme. Ça veut dire alors que la norme se situe entre les violences ou le déploiement de différentes formes de violence dans une société et le pouvoir qui vise à contrôler ce type de violence. Normalement, alors, la loi ou la norme se situe entre, disons, le peuple et l'apparat de l'État qui vise justement à contrôler les violences subies et développées par cette société ou ce peuple. Mais je pense que Badiou, justement en reprenant ce que je viens de dire par rapport à la subjectivité obscure ou l'idéologie, c'est que Badiou est en train de nous suggérer, et par rapport à une pensée de la normativité, c'est qu'il y a plusieurs sources de normativité à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une situation ou d'un peuple. C'est-à-dire, l'État n'est pas le seul détenteur des normes. Pourquoi? Parce que même le peuple ou la société peut aussi développer ses propres sources de normativité afin justement de contrôler ou d'améliorer les violences que le peuple est en train de subir et aussi justement de réguler, de prévoir comment faire face à ce type de violences qui se sont en train de développer. Mais l'idée alors qui Badiou nous suggère, et dans ce sens-là, c'est qu'il y a plusieurs sources de normativité et une source possible de normativité pour une société ou pour une subjectivité politique est bel et bien un événement politique. C'est-à-dire, mon hypothèse est de concevoir une procédure de vérité comme une source possible de normativité pour une société. Et là, je voudrais faire appel, par exemple, au féminisme qui conteste justement la conception ou la normativité concernant l'avortement, et surtout dans les pays de l'Amérique latine. Parce que là, les mouvements féministes visent à se rapproprier de l'apparat médical ou de la normativité médicale et de tout un État pour proposer une nouvelle façon de gérer, d'améliorer et de prévoir les violences que les femmes sont en train de subir à l'intérieur d'une société où l'avortement est interdit et quand même, bien sûr, est mené de façon illégale. Et comme ça alors, je voudrais conclure par dire que si on peut concevoir une théorie de la norme chez Badiou, ça passerait alors par une révision de la théorie de l'événement pour concevoir une procédure de vérité comme une source possible de normativité. Merci beaucoup, Juliana.
Alors, je voudrais poser deux questions par rapport à la théorie critique ou cette approche de la théorie critique présentée par Giuliano. Alors, la première question concerne la tâche elle-même, d'une théoricien critique ou d'une philosophe critique, de quelqu'un qui voudrait alors poursuivre ses recherches dans le sens de cette théorie critique. Parce que d'après cette théorie critique, le système de production capitaliste comporte sa propre chute, car il implique lui-même sa propre contradiction. Mais alors, quel est le rôle ou quelle serait la tâche d'une théoricienne critique? La deuxième question concerne l'universel dont on a parlé dans cette vidéo à l'aide d'une citation de Horkheimer. Il a été mentionné à l'aide de cette citation que la théorie critique vise à ne pas perdre l'universel. Et cet universel alors, d'où viendrait-il ou quel serait son soutien épistémologique, voire ontologique, étant donné que les recherches sociales traitent la particularité d'une époque et d'un temps bien spécifique, à savoir la société européenne capitaliste des années 1930-40. Autrement dit, qu'est-ce qui autorise à Horkheimer de parler dans ses recherches critiques d'universalité? Merci Julien. Oscar, merci beaucoup pour tes questions. Elles sont aussi l'opportunité de revenir sur quelques points de mon exposition qui, il me semble, sont assez clairs pour comprendre la théorie critique. Tout d'abord, il faut le répéter que l'introduction que j'ai pensée, elle est aussi assez large, elle est aussi assez générale, dans le sens où il s'agissait de montrer plutôt les grandes consignes ou le concept à l'horizon du début de ce qu'on appelle théorie critique, et pas du tout donner en fait des concepts qui se sont cristallisés au cours du déroulement pendant les années 40, 50 ou 60. C'est-à-dire que l'introduction générale se base plutôt au premier projet de la théorie critique. Et pour cause, parce que soit il serait difficile d'essayer de donner en cadre ou en panorama trop large, justement parce que ce qu'on appelle la théorie critique ou l'école de Francfort est un phénomène théorique très large, avec plusieurs manifestations, plusieurs auteurs, et donc il sera aussi difficile de contempler en quelque sorte une image conceptuelle de tout cela. Et c'est pour cela que l'on de le faire dans le cadre d'une séance introductrice, on a décidé en fait de revenir au projet initial, parce que revenir au projet initial nous donne deux clés de lecture pour la suite. Donc, pour revenir à ta première question, en fait, c'est tout le contraire. La théorie critique, elle naît en tant que phénomène intellectuel dans l'Allemagne des années 20 pour penser le marxisme d'une façon libre. Et lorsqu'on dit libre, en fait, on dit libre d'une certaine contrainte qui venait soit du versant soviétique du marxisme, soit du Parti social-démocratique en Allemagne, et donc il y avait sa propre version de ce qui serait un mouvement de gauche. Et donc lorsque ces intellectuels-là, comme j'avais remarqué, les trois principaux figures, on va dire, au début de tout cela, Felix Weil, Neumann et Max Horkheimer, le but, en fait, c'est de penser le marxisme libre de cette lecture traditionnelle qui était celle aussi de la Deuxième Internationale. Cela veut dire, donc, il ne s'agit pas donc de penser qui, selon l'interprétation marxiste ou selon l'interprétation de la théorie critique, il y aurait au sein du capitalisme un mécanisme propre qui le menait vers sa propre fin. C'est tout le contraire, en fait. La question de la théorie critique, c'est justement quelles sont d'autres dimensions culturelles qui font que
il ne s'agit pas seulement d'une dimension économique. C'est-à-dire, il ne suffit pas que le capitalisme, dans son phénomène empirique, nous montre un appauvrissement et un appauvrissement matériel et de conditions de l'humanité, comme il le fait en fait à partir d'une lecture empirique. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire la lecture est justement de comprendre quelles sont les autres dimensions euh, dans le sous-sol du système capitaliste qui font qu'il s'y maintient. Tout cela se fait à partir d'une perspective marxisme, bien sûr, mais qui essaie d'ajouter donc d'autres dimensions des sciences humaines, comme la psychologie, aussi la sociologie, la philosophie. Et c'est pour cela aussi que la matière enseignée par Horkheimer, en fait, si vous voulez, s'appelait la philosophie sociale. Il s'inscrit donc, si vous voulez, dans une longue tradition académique allemande, mais la caractéristique de la théorie critique serait donc cette pluralité d'approches. Donc là, pour répondre à ta première question, la tâche, disons, d'un intellectuel serait donc de pouvoir faire une lecture sociale qui ne se limite pas à une lecture économique ou même sociologique, comme tu l'as dit dans ta question, c'est-à-dire en coupure temporelle et spatiale dans certains objets, mais aussi une lecture qui essaye de prendre en considération une espèce de totalité, une espèce d'universalité. Là, je commence à revenir à ta deuxième question, c'est-à-dire un contexte qui est lui aussi historique. Et donc, en intellectuel critique, je dirais, il aurait la conscience que il faut comprendre l'historicité de la situation contemporaine pour y faire une lecture. Alors, l'universalité dans le discours de Horkheimer, et je me limite ici au texte que je vous avais suggéré, qui est la situation actuelle de la philosophie sociale et les tâches dans l'Institut de recherche sociale, justement parce que c'est lorsque Horkheimer prend la direction de l'Institut qu'il donne ses discours, et là on trouve, disons, les grandes lignes de ce qui serait la théorie critique. Or, j'ai bien remarqué, il s'agit de faire une théorie qui n'est pas spécialisée et qui prend en considération soit plusieurs dimensions sociales, mais aussi une espèce de totalité, de comprendre la tâche de la pratique scientifique à partir aussi d'une totalité sociale. Or, d'où vient cette totalité, cette universelle? Selon ces intellectuels-là, c'est un héritage hegelien. Je vous cite un tout petit morceau à la page 68 de ce texte où Horkheimer revient directement à Hegel. Pour Hegel, il nous dit, la structure de l'esprit objectif qui réalise dans l'histoire le contenu culturel de l'esprit absolu, c'est-à-dire l'art, la religion, la philosophie, ne se livre plus par une analyse critique de la personnalité, là on peut penser à l'individualité en cas spécifique particulier, et par la logique dialectique universelle. Le développement et les œuvres de l'esprit objectif n'est sur de point de libre décision du sujet, mais de l'esprit de peuple dominant, comme il se relaie dans le combat de l'histoire. La détermination du particulier se remplit dans les destins de l'universel. L'essence, le contenu substantiel de l'individu n'apparaît pas dans ses activités personnelles, mais dans la vie du tout auquel il appartient. C'est-à-dire ces notions de totalité et de tout qui, il me semble, résonnent et qui restent au sous-sol, en fait, de projets théoriques de la théorie critique. C'est-à-dire une compréhension qui n'est pas seulement une compréhension de la situation actuelle de l'humanité, qui n'est pas seulement politique, économique ou même matérialiste dans le sens économique du terme, mais qui essaie de comprendre cette manifestation humaine aussi dans le déploiement culturel. Et c'est pour cela qu'il y a une multiplicité de disciplines qui sont mises en jeu. Tout cela a changé et on peut penser aussi à la façon comme cela s'est développé vers la dialectique de l'Aufklärung des années 40
ou comment cela s'est développé, disons, dans un freudomarxisme des années 50 avec Marcuse, ou même comment est-ce que cela s'est développé vers une critique de la culture ou dans l'industrie culturelle chez Adorno, par exemple, avec sa théorie esthétique des années 60-70, c'est-à-dire ces socles intellectuels, il a eux de différentes suites, et c'est pour ça qu'on est revenu dans les grandes lignes de projet initial. Donc je dirais, c'est de là qui vient l'idée d'universalité, donc l'idée assez contemporaine de ces auteurs aussi de sortir de nos pratiques scientifiques, sociales, qui est spécialisée, et là c'est une espèce de réponse à un certain positivisme de cette époque. Donc ces auteurs-là, ils essayent, dans la dimension académique philosophique, de répondre à cette vogue de l'époque. Et donc, tout en donnant une espèce de conscience d'une certaine totalité sociale pour leurs pratiques philosophiques. Merci encore pour ta question et merci pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Je veux remercier d'abord Arthur par sa belle présentation de la semaine dernière sur Schelling, sur la problématique du peuple chez Schelling. Et donc je vais lui poser deux questions pour qu'il puisse peut-être développer davantage certains enjeux de son exposé. Donc d'abord, dans ta vidéo, Arthur, tu soulèves une dimension originaire, d'origine, à la base de la construction des totalités sociales ou de la construction du peuple. Donc tu soulèves chez Schelling l'idée d'un déjà-là se manifestant notamment dans la mythologie. Donc voilà ma première question. Pourrais-tu préciser l'idée d'origine qui opère? Quel est le rapport d'une telle idée d'origine avec les notions chronologiques historiques de l'origine ou encore avec une compréhension, on pourrait dire, ontologique, métaphysique de l'origine? Et donc deuxièmement, dans ta vidéo, tu insistes à plusieurs reprises sur l'idée d'excès, de surplus, afin de montrer comment l'événement de l'émergence du peuple ne peut pas se déduire des conditions antécédentes, notamment de la condition de l'activité intentionnelle, réflexive, intellectuelle des acteurs individuels. Donc voilà ma deuxième question. Quel est donc le rapport qu'on peut établir entre le caractère événementiel du peuple avec la réflexivité des individus? Ou encore, pour le reformuler, quelle est l'attitude possible de la liberté humaine à l'égard de ce qui excède sa capacité anticipatrice? Donc voilà mes deux questions. Bonjour tout le monde. D'abord merci Manuel pour tes deux questions qui sont très intéressantes. Je vais commencer par la première. Alors la première, elle porte sur la question du déjà-là de la mythologie et sur du coup l'espèce d'idée d'origine ou en tout cas d'antécédence. Alors ça c'est une question qui porte sur une partie qu'on a vue dans le cadre de l'introduction à la philosophie de la mythologie. Et en fait le raisonnement schellingien il est le suivant. Dans un premier temps, dans le texte en tout cas, on peut avoir l'impression, et c'est comme ça que Schelling l'amène, que la mythologie est simplement une condition de possibilité. Ce sera en quelque sorte un a priori. Précisément parce que ce que Schelling explique, c'est qu'on ne peut pas concevoir de peuple sans mythologie, sans qu'il y ait une mythologie commune à tous les membres de ce peuple, qui finalement pose l'identité du peuple. Tout comme on ne peut pas imaginer qu'il y ait un peuple sans une langue commune. Finalement, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un peuple sans une certaine vision du monde qui est partagée par les membres de ce peuple. Bon. Du coup, ça semble être, dans un premier sens, le sens le plus pauvre, en quelque sorte, simplement une condition de possibilité, et ce serait dès lors un espèce d'a priori, mais qui, la dimension temporelle, dès lors, la dimension temporelle, finalement, de cette articulation-là, serait relativement faible. L'idée d'origine, ici, ce serait simplement l'idée d'une présupposition. C'est bien ce que dit Schelling, il faut présupposer une mythologie pour pouvoir penser l'identité d'un peuple. Mais ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que cette articulation entre l'origine du peuple et le peuple dans sa position doit être comprise à partir de la notion d'événementialité. C'est une notion que j'ai essayé de développer. Et l'idée d'événementialité,
c'est l'idée plutôt d'une position qui est dynamique et qui se produit à un moment précis. Et la mythologie, tout comme le peuple, vont être posés par cet événement-là. Et ça, à mon avis, c'est ça le sens du propos schellingien dans les leçons qu'on a lues de l'introduction à la philosophie de la mythologie, lorsqu'il pose la question de l'origine du peuple et des premiers moments du déploiement du procès mythologique. À l'origine du procès mythologique, il y a un événement. Et c'est cet événement, en fait, qui va polariser, en quelque sorte, qui va polariser les relations entre actes et conditions de possibilité de cet acte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mythologie n'existe pas, n'est pas posée comme existante, il n'y a pas d'hypostase avant le déploiement du peuple. Donc il n'y a ni hypostase, donc ni ontologisation des conditions de possibilité, ni articulation historique des conditions de possibilité comme telles. Si je dis ni articulation historique, c'est bien dans le sens que je viens de préciser. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la temporalisation, l'articulation temporelle, le fait de dire que c'est la mythologie qui est antécédente, ou en tout cas que la mythologie peut prendre la forme de l'origine du peuple, en fait, ça vient nommer quoi? Ça vient nommer la manière dont se modalise le rapport lors de l'événement. Il n'y a pas d'antécédence pardon, il n'y a pas d'antécédence historique, au sens où il n'y a pas d'antécédence temporelle. La mythologie n'est pas posée comme existante avant et puis le peuple après, mais simplement, en fait, lors de l'événement qui pose le peuple avec sa mythologie, le peuple, lui, la conscience du peuple, les individus qui la composent, etc., sont, d'après Schelling, c'est comme ça qu'il le problématise, sont dans une relation de passivité par rapport à l'événement. Et finalement, c'est cette passivité par rapport à l'événement, le fait que le peuple se découvre en étant posé. Au moment où il se pose, il se découvre. Donc, c'est pas de son propre acte, de sa propre intention, si vous voulez, qu'il se pose dans l'existence. Ce rapport de passivité, ce décentrement, comme je l'ai problématisé aussi, finalement, ça pointe vers l'origine qui est la mythologie. Et si vous voulez, c'est ce rapport-là qui permet ou que vient nommer la caractérisation de la mythologie comme l'origine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, je pense, pour répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est un déjà-là, ça se donne comme un déjà-là au moment où ça se pose, mais finalement, pour Schelling, et si ça vous intéresse, et si ça t'intéresse, Manuel, pour vraiment voir ça, il faut lire les âges du monde, finalement, les Weltalter de Schelling. Parce que c'est à ce moment-là que la conception de l'événementialité est vraiment développée, et c'est à ce moment-là qu'il développe cette idée de la temporalité, qui finalement peut se polariser en passé, présent, avenir, mais cette polarisation est immédiate et instantanée. Ce qui lui permet, pour vraiment répondre à la question du coup, de se libérer de l'approche classiquement historique, ou en tout cas historique au sens d'une temporalisation linéaire, et d'une espèce d'ontologisation. Les conditions de possibilité pour Schelling sont inséparables des conditions de réalisation de l'acte. Les deux se posent en même temps. Et du coup, la mythologie est contemporaine du peuple, mais puisque le peuple est dans une relation de passivité par rapport à sa mythologie et à son autoposition comme peuple, la mythologie peut prendre la forme d'une origine qui dès lors dénote d'une certaine antécédence. Elle se donne comme ce qui était toujours déjà là, puisque le peuple en dépend. Okay, ça, c'est par rapport à la première question. Finalement, la deuxième question, qui traite plutôt de la notion de l'excès, sur laquelle j'ai effectivement beaucoup insisté, parce que ça me paraît essentiel pour comprendre ce que signifie l'institution du politique, du social, du peuple, au sens où Schelling pourrait l'avoir développé, ou au sens où on pourrait le développer à partir de ce que fait Schelling. Il me semble que cet excès, lui aussi, cette notion d'excès, donc, renvoie aussi à la question de l'événementialité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, cette passivité du peuple par rapport à son origine, le fait que son origine ne se réduit pas à ce qu'il aurait pu vouloir, ou à ce qu'il peut penser, ou même à ce qu'il peut en comprendre après coup, c'est ce même excès qui se manifeste dans l'excès de l'institué, de ce qui est posé dans l'existence du peuple par rapport aux individus qui la composent. Il y a un excès au sens de il y a une inanticipabilité, il y a quelque chose qui est irréductible. Et finalement, ça se comprend assez bien. Ça se comprend assez bien au sens où une marque de cet excès, très simplement, c'est le fait que aucun individu ne contrôle ce que pensent et ce que veulent faire les autres individus. Même dans un projet commun, même dans un mouvement politique commun, finalement, on l'avait vu avec la question du populisme chez Laclos, les demandes individuelles, comment est-ce qu'il appelait ça?
bref, les demandes individuelles, les exigences individuelles sont irréductibles les unes aux autres. Et donc il y a directement du jeu dans l'intersubjectivité qui fait que c'est pas réductible, même à partir d'un langage commun, même à partir d'une mythologie commune. L'identité politique d'un peuple ou l'identité politique d'un mouvement social, finalement, est irréductible aux individus. Il y a un excès. Et cet excès, hein, c'est sur lui que j'insiste beaucoup évidemment, mais cet excès, en fait, le rapport qui se noue du coup entre les individus et l'institution, quelle qu'elle soit, hein, parce que finalement, quand un individu s'investit dans une institution, il se dépasse aussi dans quelque chose qui est plus grand que lui, en quelque sorte. C'est aussi pour ça que des gens peuvent aller jusqu'à sacrifier leur santé ou leur vie, dans certains cas, pour défendre un idéal. Vous voyez, c'est ce type de mouvement-là, ce type de dépassement dans quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et qu'on retrouve d'ailleurs chez Badiou dans certaines parties de l'éthique, dans la considération pour la vérité. C'est le même mouvement, même si ce n'est pas la même chose dont il est forcément question ici. Pour répondre du coup à la question, le rapport qui peut se nouer entre les individus et les totalités collectives, sociales, etc., c'est un rapport de dessaisissement, mais d'un côté plus pratique, c'est un rapport d'incertitude finalement. Et ça veut dire très simplement, en fait, que lorsque l'individu s'investit dans le mouvement de la société, dans le mouvement du peuple, dans le mouvement d'une identité culturelle ou n'importe quoi, dans n'importe quoi d'autre qui soit socialement constitué, en fait, il ne peut jamais être certain de posséder ou d'avoir la main mise, si vous voulez, sur le sens final de ses actions. Il s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand que lui. Et ça, c'est ça le fin mot, si vous voulez, du dessaisissement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'investit dans quelque chose et finalement, on ne peut pas vouloir, ou en tout cas, on peut vouloir, bien entendu, hein, on veut d'ailleurs toujours contrôler ce qu'on fait et contrôler le sens de ce qu'on fait, mais on ne peut pas prétendre véritablement détenir le sens ou la vérité et avoir un contrôle total sur ce qui va déboucher de nos actions. On avait vu, hein, c'est à partir de ça que je l'avais introduit, c'est le même rapport qui se noue entre l'artiste et son œuvre d'art. C'est pour ça que j'avais problématisé ça. Donc voilà, j'espère que ça répond aux questions et que vous y voyez peut-être un peu plus clair, que tu y vois un peu plus clair, peut-être Manuel. Merci dans tous les cas pour votre attention et j'espère que tout le monde va bien dans ce contexte compliqué. Bonjour à tous, bonjour Manuel. D'abord, merci pour cette vidéo synthétique que j'ai trouvée très intéressante. Et j'aurais du coup deux questions par rapport à ce que tu as expliqué. Donc d'abord, une question par rapport à la liberté. Donc si j'ai bien compris, ce que tu expliques, c'est que Fichte, comme d'ailleurs d'autres idéalistes allemands, hein, c'est plus ou moins caractéristique, a opéré un tournant radical dans la manière de problématiser le peuple, en arrivant à le problématiser d'une manière dynamique, hein, à l'aune de sa notion de Urvolk, susceptible donc, dans cette problématisation dynamique, ou par cette problématisation dynamique, de s'auto-constituer dans son devenir. Notamment, les ressources qui étaient mobilisables pour cette autoconstitution, c'était donc la capacité imaginative et la capacité langagière. Ma question c'est, est-ce qu'on pourrait relier ça, parce que j'ai l'impression que tu sous-entends, que tu l'abordes un peu de biais comme ça, mais du coup j'aimerais bien plus t'entendre par rapport à ça. Est-ce qu'on peut relier ça, donc cette nouvelle conception du peuple, avec une mutation de la conception ou de la compréhension philosophique de la liberté humaine, à savoir donc une relecture de la liberté qui était à l'origine, on va dire chez Kant, lu comme un idéal de la raison pratique, vers plutôt donc une relecture de cette conception de la liberté-là, vers une conception plutôt de la liberté dans son efficace ou dans son efficacité, dans sa Wirklichkeit. Ça c'est la première question. La deuxième question, elle porte sur une partie que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est la question du nécessaire passage, du passage ou même de la nécessaire position de la non-identité, comme un moment constitutif en tout cas, dans la manière dont le peuple peut s'auto-constituer. Et ma question, c'est sur le sens concret que peut revêtir cette idée de non-identité, et dès lors, de quelle manière est-ce que, comment formuler ça, de quelle manière est-ce qu'on peut penser la constitution du peuple, son auto-constitution, à l'aide du coup des catégories d'autonomie ou effectivement de liberté. Est-ce que le passage par la non-identité
n'est pas la trace finalement d'un certain renoncement à l'idéal d'une autonomie ou d'une liberté au sens de l'autonomie, au sens de quelque chose qui se déploierait spontanément par lui-même à partir de lui-même. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième question, c'est plutôt le sens concret de la non-identité et le rapport du coup que ça a avec la liberté du peuple. Est-ce que Fichte finalement aurait pensé pouvoir, à partir par exemple des facultés imaginatives et langagières, hein, comme ce que tu déployais, finalement rendre le peuple autonome, susceptible de se fixer par lui-même ses propres images, etc. Et si oui, quel est dès lors le sens de ce passage par la non-identité? Voilà. Merci d'avance pour tes réponses. Bon, je voudrais tout d'abord remercier Arthur par ces questions, auxquelles je vais essayer de répondre assez brièvement. Et donc la première question soulève à mon avis un enjeu très important, qui est ce rapport entre ce nouveau concept de peuple qu'on trouve chez les idéalistes, un concept fondamental qui fait du concept de peuple un concept fondamental de leur philosophie pratique, et le rapport de ce concept de peuple avec une redéfinition générale du cadre anthropologique qui permet un nouveau savoir de la liberté humaine, qui sera dorénavant comprise dans sa effectivité. Et donc, il faut bien préciser ce qu'on comprend ici par effectivité, car nous sommes dans l'idéalisme allemand, toujours dans une philosophie politique qui fait de la liberté, donc de la volonté politique, de la volonté humaine, de l'action des libertés humaines, le fondement de l'ordre social. Mais justement, ce qui se passe, c'est que ce qui advient, c'est une nouvelle anthropologie de la liberté, qui incorpore, ce que Arthur soulève très bien, l'incarnation, et je vais même dire qui incorpore la dimension corporelle, somatique, à une théorie de la liberté. Et donc, pour bien voir ce déplacement, en fait, il faudrait revenir sur ce tournant, car on trouve évidemment dans la philosophie précédente, dans les Lumières, ou même encore, on peut encore aller davantage vers le passé, dans l'anthropologie de la Renaissance, on trouve bien sûr une connaissance de l'être empirique de l'humain. Mais ce qu'ils font les idéalistes, et c'est là que se trouve sa particularité, c'est d'incorporer en tant que moment constitutif de la liberté les manifestations concrètes de celle-ci. De cette manière, par exemple, l'histoire n'est pas simplement les scénarios de la liberté. L'histoire, c'est la liberté elle-même en tant que processus. C'est-à-dire, c'est le moment de déploiement constitutif de la liberté. Ou par exemple, encore pour donner un autre exemple, l'État, les institutions, ce ne sont pas simplement des instruments de la liberté pour accomplir ses fins. L'État et les institutions, ce sont la liberté elle-même dans son être objectif. C'est-à-dire ils incorporent les extériorisations comme des moments du déploiement de la liberté dans son être le plus intime. C'est-à-dire l'incarnation, ce qu'on appelle ici l'incarnation, l'effectivité, la concrétisation, fait désormais partie du noyau processuel de l'être libre. Et cela change évidemment le discours philosophique sur la liberté, les stratégies discursives d'une philosophie de la liberté, car en effet, on a vu comment chez Kant, par exemple, on trouvait l'intention de construire une philosophie, une vérité sur la liberté, à partir de l'idéal de la raison pratique, donc notamment à partir de la forme de l'autonomie, qui va se manifester par exemple dans l'impératif catégorique, qui est le fondement d'une philosophie pratique chez Kant. Et donc, par exemple pour Kant, après, une fois qu'on a pu déterminer cette idéalité, cette forme de l'autodétermination, on peut penser à l'idée d'un droit civil, d'un État qui s'oriente selon cet idéal de l'autolégislation, de l'autodétermination, selon l'idéal de la forme de l'autodétermination. Et les idéalistes vont paradoxalement se méfier de cette idée d'idéal. Et donc vont favoriser, vont essayer de construire une théorie de l'idée, pas de l'idéal, de l'idée, de la liberté, mais d'une idéalité en acte. Et donc incompréhensible dans la seule idéalité abstraite, dans la seule idéalité formelle. C'est une idée qui implique toujours quelque chose de plus que la simple idée.
Et c'est fondamentalement cette idée incarnée, cette idée qui n'est pas seulement idéalité, qui construit le concept d'esprit, qui signifie le concept d'esprit. C'est une liberté incarnée dans les manifestations qui l'affectent. Et donc, les stratégies anthropologiques varient notamment entre les idéalistes. Je veux dire, pour Hegel, il sera question, par exemple, de montrer l'instanciation, la concrétisation de la liberté dans une réalité objective de l'esprit, dans l'histoire, dans l'état. Pour Schelling, et surtout à cette époque du début du XIXe siècle, ça sera une question de déduire génétiquement la liberté à partir de son autogenèse à partir de la nature, donc du fond, du ground naturel de la liberté, qui est le signe de son effectivité. Et Fichte, de son côté, et particulièrement à ce moment des discours à la nation allemande qu'on a travaillé, va essayer de montrer cette liberté incarnée à partir de l'idée d'une pulsionalité fondamentale qui est le signe de l'incarnation de cette liberté. C'est une incarnation dans une finitude concrète, effective. Et dans tous ces cas, ces projets anthropologiques invoquent le peuple comme le milieu fondamental d'une liberté qui est seulement compréhensible dans ce milieu qui est historique ou mythologique avec Schelling, ou pulsionnel plutôt avec Fichte, dans lequel la liberté vient inexorablement se manifester. Le peuple, c'est donc un concept clé de cette nouvelle anthropologie des idéalistes qui n'abandonne pas la dimension individuelle de la liberté, c'est-à-dire le moment personnel et fini de la volonté, mais qui l'intègre, ce moment fini, à un mouvement qui dépasse constamment l'individualité et invoque une dynamique collective comme le véritable être là de la liberté humaine. La deuxième question d'Arthur est à mon avis très importante car elle pointe la paradoxe d'un mouvement dans lequel ce qui est une entrave pour la liberté est en effet une condition de l'exercice de celle-ci. Donc, à mon avis, c'est une redéfinition du concept de non-identité qui est fondamental ici. Car en effet, ce concept, cette idée de non-identité, suppose un dépassement de la compréhension classique du rapport autonomie-hétéronomie, où par classique, j'entends une division nette entre la liberté intérieure et l'objectivité externe, ou si vous voulez, entre la liberté et la nature, entre la causalité de la liberté, de la volonté rationnelle, et les penchants, les désirs, les conditionnements matériels, etc. Donc le projet de l'idéalisme allemand suppose fondamentalement une mise en question de ce dualisme, de ce rapport externe. Et donc, l'objectivité va être toujours une manifestation, une position de l'activité subjective, et la subjectivité de son côté, même dans son intériorité, il va avoir toujours un noyau d'objectivité qui affecte l'autonomie dans son déploiement. Donc, à mon avis, on peut redéfinir la non-identité comme un concept d'une liberté affectée, c'est-à-dire une activité libre, une activité qui se donne sa propre norme, qui est autonome, mais qui, par le propre acte de se poser effectivement, elle produit une escission de soi. Elle s'extériorise, elle se fait extérieure dans une extériorisation qui suppose nécessairement une affectation en retour. Il y a toujours dans cette activité une position dans une passivité. Donc, de cette manière, je ne dirais pas que la non-identité représente un passage, car encore dans ce cas, on serait dans un schéma où il y a une identité primaire et d'après coup, une non-identité. Je dirais plutôt que la non-identité est la condition fondamentale, dans ce cas, la condition du peuple, de la construction du peuple. Car en dehors de cette activité de disidentification, d'altération de soi, le peuple n'est rien. Donc évidemment, à partir de cette condition, il y a un processus d'identification. Et dans le cas du peuple, un effort pour se reconnaître dans ce mouvement de sortie de soi. Mais je dis identification et pas identité, parce qu'il s'agit d'une subjectivation, pas une identité de départ fixe, pour ainsi dire, car toute identité, dès qu'elle se réalise, dès qu'elle se manifeste, dès qu'elle s'énonce, elle s'altère dans quelque chose d'autre que cette identité supposée. Donc,
c'est cette condition fondamentale de non-identité qui, si vous voulez, elle met en question cette idée d'une identité fixe d'origine qu'on pourrait de quelque façon saisir. Puisque justement, dans tout acte d'énoncer, cette identité, elle se scinde, elle se divise, elle s'extériorise. Donc, je dirais que justement le peuple, comme milieu de la liberté, c'est pas justement, elle manifeste la liberté, pas parce qu'aucune réalité affecte son parcours, mais justement parce qu'il peut rassembler, il peut créer une conscience collective autour d'une activité de dépassement des entraves, des troubles, des traumatismes, des crises, des affections. La liberté est donc une capacité à se construire collectivement à partir d'une position de soi nécessairement non identique, nécessairement traumatique, dans un certain sens. Et donc, je voudrais dire un mot, finalement, sur pourquoi la langue et l'imagination sont deux vecteurs fondamentaux de cette non-identité. C'est deux pratiques qu'on a trouvées comme fondamentales pour la construction du peuple. D'un côté, l'image, la construction des images de soi, est un mouvement paradigmatique de cette altération de soi, de cette non-identité. Pour s'autodéfinir, le peuple se projette dans une image, et donc il se fait extérieur à soi-même. Il se pose en quelque chose que le peuple n'est pas, ou qu'il n'est pas encore. C'est pourquoi l'image est toujours préfiguration, et pas simplement figuration, répétition. Parce qu'il engage constamment à des réimaginations d'une collectivité, puisqu'il engage toujours un décalage entre l'image et le sujet qui est l'acteur de ce processus imaginatif. Et également la langue, de son côté, est l'autre grand symptôme de cette non-identité, ce qui montre comment la liberté individuelle et collective, même dans son acte le plus intime d'autodétermination, l'acte de se dire, de se donner un nom, elle se retrouve affectée par un réseau intersubjectif linguistique, et plus précisément dans ce cas, comment l'activité créatrice du peuple se retrouve affectée par un champ sémiotique d'une langue déterminée. Cela veut dire que nous sommes dans un déterminisme linguistique? Pas du tout, puisque justement, on a vu comme cette liberté effective incarnée trouve sa condition, dans cette non-identité, dans son rapport, dans sa manifestation linguistique, peut toujours retransformer le milieu au sein duquel elle s'est déployée.